Dans notre société saturée d'images, de sollicitations et de stimulations constantes, il devient de plus en plus difficile de capter durablement l'attention ou d'inspirer un intérêt sincère. La visibilité est partout, mais la véritable attraction se raréfie. Dans ce contexte, Robert Greene, dans le 5e chapitre de Les lois de la nature humaine, propose une analyse originale et percutante. Pour devenir une personne influente, il ne faut pas chercher à plaire à tout prix, mais à être désiré, convoité, insaisissable. Ce chapitre intitulé « Devenez un objet de désir insaisissable, la loi de la convoitise » analyse la dynamique du désir humain et ses conséquences sociales. Greene soutient que ce n'est pas la possession qui motive l'homme, mais la poursuite. Ce que l'on a devient fade, ce que l'on ne peut pas atteindre suscite l'obsession. Cette loi de convoitise, bien comprise, peut être utilisée stratégiquement, non seulement dans les relations sentimentales, mais aussi dans les sphères professionnelles, politiques ou culturelles. Robert Greene commence par souligner une vérité essentielle. Le désir ne naît pas de la valeur intrinsèque d'un objet, mais de la projection que nous y plaquons. Ce n'est pas tant la chose que nous voulons, mais l'image qu'elle évoque, l'émotion qu'elle promet, l'imaginaire qu'elle active. Ainsi, un simple bijou devient précieux non par sa matière, mais parce qu'il évoque le statut, l'amour ou le pouvoir. La convoitise est une construction mentale, souvent fondée sur l'illusion et l'exagération. Greene insiste sur le fait que l'esprit humain est programmé pour désirer ce qui est perçu comme rare, mystérieux ou interdit. L'accessibilité tue le désir, l'inaccessibilité le nourrit. Plus une personne semble distante ou insaisissable, plus elle devient un écran de projection pour les fantasmes des autres. L'être humain est motivé par ce qu'il n'a pas. Ce mécanisme psychologique est profondément enraciné dans notre structure affective. Ce que l'on possède perd rapidement de sa saveur, ce que l'on n'atteint pas devient passionnant. Greene observe que ce principe traverse les âges et les cultures. Les histoires d'amour les plus puissantes ne sont pas celles de l'harmonie durable, mais celles de la quête, de l'attente, du risque. C'est l'absence qui crée la tension, le vide qui suscite l'obsession. Ce mécanisme est bien connu des romanciers et des publicitaires. L'indisponibilité, qu'elle soit temporelle, géographique ou psychologique, fonctionne comme un amplificateur de désir. Il ne s'agit pas de mentir ou de manipuler, mais de comprendre que la frustration bien dosée est plus efficace que la gratification immédiate. Greene évoque l'exemple de Gabrielle Chanel, dite Coco Chanel, comme une incarnation parfaite de cette loi. Issue d'un milieu modeste, abandonnée très jeune dans un orphelinat, elle a su transformer sa trajectoire personnelle en mythe universel. Elle devient une icône non pas par provocation ou par extravagance, mais par une subtile combinaison de sobriété, de mystère et de modernité. Elle ne cherche pas à séduire par la nudité ou l'excès, mais par la retenue, le style et la suggestion. Son usage minimaliste du noir, son rejet des bijoux ostentatoires et son indépendance revendiquée construisent un personnage à contre-courant de l'image féminine de l'époque. Sa discrétion alimente la rumeur, son absence suscite l'impatience, son silence devient un espace de fantasme. Coco Chanel ne donne jamais tout, elle contrôle son image, maîtrise ses apparitions, distille ses confidences avec parcimonie. Elle incarne cette idée que l'on ne désire pas ce que l'on comprend totalement, mais ce qui échappe, ce qui résiste, ce qui interroge. En cela, elle devient une véritable stratège du désir. Greene souligne que Chanel ne se livre jamais complètement. Elle construit sa présence publique sur l'ambiguïté, la contradiction, le paradoxe, orpheline et reine du luxe, dure et sensible, libre et insaisissable. Ce modèle peut s'appliquer à d'autres figures historiques. Shakespeare, dont la biographie reste partiellement inconnue, fascine encore aujourd'hui autant par ses œuvres que par le mystère de sa vie. Greta Garbo, actrice emblématique du cinéma muet, choisit de se retirer à l'apogée de sa carrière, entretenant ainsi une aura de nostalgie et de mystère. Plus près de nous, des artistes contemporains comme Banksy ou Daft Punk cultivent le secret et le retrait pour mieux nourrir l'imaginaire collectif. Tous ont compris que la convoitise ne naît pas de la surabondance, mais du manque. Elle se nourrit de l'ambiguïté, de l'incomplétude et de l'espace laissé à l'interprétation. L'une des méthodes les plus puissantes pour susciter le désir est de se rendre partiellement indisponible. Greene insiste, trop de proximité, trop de prévisibilité, trop d'accès tue le mystère. Pour être désiré, il faut être perçu comme un objet rare, voire difficile à atteindre. Cette rareté peut être physique, comme espacer les apparitions, ou verbale, parler moins, mais mieux, ou affective, ne pas se livrer complètement. C'est dans le vide que se loge l'imaginaire. De nombreuses figures publiques ont compris ce principe. Greta Garbo se retira à l'apogée de sa carrière, augmentant ainsi son aura mythique. Shakespeare reste l'un des écrivains les plus mystérieux de l'histoire littéraire, et cette absence d'informations biographiques renforce encore la fascination qu'il suscite. En cultivant le silence, ces personnalités ont stimulé des générations entières de désirs, d'interprétations et de récits. Pour Greene,
l'objet de désir est rarement aimé pour lui-même. Il est aimé pour ce qu'il permet d'imaginer. Autrement dit, il fonctionne comme un miroir ou une surface de projection. Celui ou celle qui laisse volontairement des zones d'ombre dans sa vie personnelle, ses opinions ou ses intentions devient une énigme, et cette énigme est désirable. Le désir n'aime pas la transparence, il préfère le suggéré, le sous-entendu, l'esquisse. En ce sens, ceux qui dévoilent tout de même trop rapidement sur les réseaux sociaux ou dans les relations perdent ce pouvoir d'attraction. Green recommande donc de maîtriser ce que l'on montre, de créer une tension narrative autour de soi, comme un écrivain avec son lecteur. Enfin, Green évoque un levier encore plus puissant, celui de la transgression. Ce que la société interdit devient automatiquement plus désirable. Ce principe est ancien et universel. Il explique pourquoi certains artistes, chefs politiques ou figures controversées attirent autant d'admiration que de rejet. En jouant avec les limites sociales, en flirtant avec les tabous ou en affichant une singularité assumée, on attise la curiosité et la fascination. Joséphine Baker, dans les années 1930, défiait les conventions raciales et sexuelles. Andy Warhol, avec son refus des normes artistiques, a transformé l'objet banal en icône. Dans tous ces cas, l'audace maîtrisée devient un moteur de désir puissant. Ces stratégies, bien utilisées, permettent non seulement de captiver l'attention, mais aussi de créer autour de soi une aura durable. Elles reposent sur une compréhension fine du fonctionnement humain, et non sur une simple posture esthétique. Green met en garde contre les dérives possibles de cette loi. Si l'on maîtrise les leviers de la convoitise, on peut facilement tomber dans la manipulation, susciter volontairement l'obsession chez autrui, jouer avec les sentiments, créer une dépendance émotionnelle. Le désir, mal orienté, devient une arme d'emprise. L'objet de désir finit par contrôler celui qui le convoite, et non l'inverse. Dans l'histoire, de nombreux leaders ou figures médiatiques ont utilisé cette dynamique pour renforcer leur pouvoir, parfois au détriment de la liberté ou de la dignité des autres. Les gourous spirituels, les séducteurs narcissiques, ou certains chefs politiques autoritaires cultivent l'aura de mystère pour mieux dominer. Le danger est réel, ce pouvoir d'attraction peut être utilisé à des fins toxiques. Green ne s'adresse pas seulement à ceux qui désirent devenir objet de convoitise. Il invite aussi chacun à réfléchir à la manière dont il est lui-même sensible à ces mécanismes. Pourquoi désire-t-on tel poste, tel bien matériel, telle personne? Est-ce par besoin profond ou par mimétisme social? Est-ce que ce désir est libre ou conditionné? Reconnaître sa propre tendance à idéaliser ce que l'on n'a pas, à fantasmer une vie plus brillante, un corps plus beau, une relation plus intense, est un premier pas vers une autonomie affective. En se connaissant mieux, on évite d'être piégé par des stratégies externes qui exploitent nos frustrations latentes. Pour Green, la maîtrise de cette loi ne consiste pas à la rejeter, mais à en faire un outil conscient. Cultiver le désir peut être une forme d'art social, une manière de préserver l'intérêt, la vitalité, la tension dans les relations. Mais cela doit s'accompagner d'une éthique, ne pas susciter de fausses espérances, ne pas jouer avec la souffrance d'autrui, rester transparent sur ses intentions quand cela devient nécessaire. Cette approche ouvre la voie à une philosophie de la mesure. Le désir ne doit pas être supprimé, ce serait nier une dimension essentielle de l'humain, mais il peut être régulé, orienté, canalisé. Ainsi, le mystère, la rareté et la distance ne sont plus des outils de manipulation, mais des espaces de respiration dans des relations trop souvent étouffées par l'immédiateté et la saturation. À l'issue de cette analyse du 5e chapitre de Robert Greene, il apparaît clairement que le désir est un levier d'une puissance rare. Il façonne nos relations, guide nos choix, structure nos sociétés. Mais c'est précisément cette puissance qui en fait un outil à double tranchant. Bien compris et utilisé avec mesure, il peut créer de la fascination, entretenir la curiosité, renforcer la profondeur des échanges. Mal orienté ou manipulé, il peut engendrer frustration, domination et illusions destructrices. Green nous invite à deux prises de conscience complémentaires, savoir devenir un objet de désir, non par vanité, mais par stratégie relationnelle, et savoir reconnaître nos propres failles, pour ne pas devenir les esclaves de ce que nous convoitions hier. Ce chapitre est à la fois un guide tactique et une réflexion philosophique sur notre besoin d'inachevé, de tension et d'intensité. En définitive, la véritable force consiste à ne pas être prisonnier du désir, mais à en faire un espace de jeu, de dialogue, de création. Car comme l'écrivait Simone Weil, le désir de lumière produit la lumière. Encore faut-il que ce désir reste éveillé, libre et non captif. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!